Salut les amis, bienvenue dans le Grenier de l'écho, la seule émission YouTube réalisée sans effets spéciaux et sans montage, en direct et sans filet. Et cette semaine, nous allons parler d'un truc énorme qui a été extrêmement peu commenté, qui est, voilà, l'autofocus va autofoquer, qui est le chemin qui a été choisi pour résoudre la crise. Il semblerait bien que ce soit l'inflation, et c'est Biden, le nouveau président américain, qui semble avoir choisi de manière définitive l'inflation pour régler les problèmes de crise et de dette auxquels nous sommes confrontés. C'est une information qui a reçu extrêmement peu d'écho en Europe, extrêmement peu d'écho en France, et pourtant, c'est une information qui change tous ses capitales. Allez, venez, bienvenue les copains dans ce nouveau JT du Grenier. Je suis très content de vous retrouver, notamment pour vous parler de ce sujet, parce que je pense que c'est juste quelque chose de colossal, d'hyper important, et c'est peut-être l'une des informations les plus importantes de l'année et des 12 ou 15 derniers mois, en dehors même du fait que un pangolin aurait mangé une chauve-souris à Wuhan. Biden choisit l'inflation et cela change tout, et c'est ça dont on va parler. Aujourd'hui, j'en ai parlé un petit peu sur le site Insolentiae avec un petit article dans la semaine, et je souhaitais prendre le temps de revenir sur cette information qui est l'inflation même plus peur. Ça vient du New York Times, mais en fait ça a été évidemment, je vous prends l'article du New York Times parce que c'est un média très, enfin, j'aurais pu prendre le Washington Post. Voilà, c'est un média de référence aux États-Unis. Biden and the Fed leave les peurs d'inflation des années 70 derrière. Voilà, et donc en fait c'est un changement majeur. Donc Biden, c'est le président américain nouveau installé à la Maison-Blanche depuis quelques semaines. Et la Fed, ici vous avez son gouverneur, son président qui est Powell, Jay Powell, et qui dirige la Fed, la Banque centrale américaine, et globalement, Banque centrale, le Trésor, c'est-à-dire le ministère de l'économie aux États-Unis, et le président américain ont décidé de laisser les peurs d'une inflation digne des années 70 derrière. Je reprends, ils laissent les peurs d'une inflation digne des années 70 derrière, comprenez, retour à l'inflation des années 70. Et ça va tout changer. Alors, je voulais vous faire, alors là je vais vous donner lecture et je vais vous traduire, enfin je vous ai traduit les premières lignes et c'est très intéressant de ce qui est dit dans cet article du New York Times. Vous ne pourrez peut-être pas le lire, donc je vous le lis rapidement. Les présidents qui se retrouvent à sortir le pays des récessions ont longtemps écouté les avertissements des économistes obsédés par l'inflation. L'inflation, la stabilité des prix, l'inflation, la stabilité des prix, il ne faut pas que les prix montent, l'inflation, la stabilité des prix. Ça fait 30 ans que vous entendez ça, sinon c'est que vous n'entendez pas grand-chose. Je vous le répète, pas d'inflation, la stabilité des prix, c'est important, critère de Maastricht, pas bouger, l'étiquette, elle ne doit pas s'envoler. Économistes obsédés par l'inflation qui craignent qu'agir de manière agressive pour stimuler une économie en difficulté ne ramène les hausses de prix monstrueuses qui ont frappé le pays dans les années 70. Mais en fait, ce n'était pas que le pays, ce n'était pas que les États-Unis, c'était le monde entier qui avait été frappé par cette inflation dans les années 70. Et nous y reviendrons tout à l'heure pour la petite explication technique de cette inflation des années 70. Alors que le président Biden poursuit ses efforts pour la mise en place d'un plan de relance de 1900 milliards de dollars. Je vous propose qu'on arrondisse à 2 trilliards, donc 2000 milliards de dollars, ça sera plus simple. Lui et ses principaux conseillers économiques écartent ces avertissements, tout comme la Réserve fédérale menée par son président Jerome Powell, dit Jay Powell pour les intimes. Après des années de terribles prévisions d'inflation qui ne se sont jamais matérialisées, les responsables de la politique budgétaire et monétaire à Washington ont décidé que le risque de surchauffe de l'économie était bien inférieur au risque de ne pas la réchauffer suffisamment. Le risque de surchauffe est bien inférieur au risque de ne pas réchauffer suffisamment. Vaut mieux de la surchauffe que pas de chauffe du tout. Mais ça,
c'est une formule, c'est juste une formule pour raisonner et puis qui peut paraître d'ailleurs frapper au coin du bon sens. Vaut mieux un peu de surchauffe, ça sera toujours temps d'essayer de refroidir le moteur plutôt que de ne pas réussir à faire redémarrer le moteur, et n'importe quel mécano qui a son BEP sera d'accord avec moi là-dessus. Sauf que, enfin pas avec moi, enfin avec ceux qui le disent, sauf que, en fait c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est pas la surchauffe ou la réchauffe ou la pas assez de chauffe. La vraie raison fondamentale, c'est l'endettement. Mais nous y reviendrons là aussi encore. Alors évidemment, je ne pouvais pas vous dire ça sans vous dire qu'il y avait quelques queeners qui jouent de la queenemuse et qui queen. Non, pas d'inflation, on veut pas l'inflation. L'inflation, c'est pas bien. Il faut lutter contre l'inflation. Alors, ça, je vous parle des queeners au niveau des États-Unis, parce que les queeners au niveau de l'Europe, on les connaît déjà, hein, c'est l'Allemagne qui va commencer à queener en nous disant « Non, pas d'inflation, pas bien, stabilité des prix, machin, etc. » On y reviendra également. L'avertissement vocal le plus notable du risque d'inflation est venu de l'intérieur du Parti démocrate. Lawrence Summers, ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton et conseiller économique de Barack Obama, a écrit dans un éditorial du Washington Post que la relance de Biden pourrait provoquer, je cite, des pressions inflationnistes d'un type que nous n'avons pas vu depuis une génération, avec des conséquences sur la valeur du dollar et de la stabilité financière. Stupeur et tremblement, on a peur de l'inflation. Le spectre est absolument terrible. L'inflation va tout vous grignoter, va tout vous manger. Vous perdrez votre pouvoir d'achat. Peu importe si vous avez déjà plus du tout de pouvoir d'achat, s'il y a des millions de chômeurs, si l'économie est à l'arrêt, il ne faut pas que les prix montent. Bon, vous voyez un petit peu le décalage, évidemment. Donc les peurs d'inflation, on s'en contrefiche. Nous y accordons peu d'importance vis-à-vis évidemment des risques de surendettement et des risques sociaux et des risques de ne pas redémarrer du tout l'économie. Olivier Blanchard également, ancien économiste en chef du FMI, fait également partie de la liste des queeners qui ont sorti les queenemuses en disant non, tout, mais pas l'inflation, l'inflation c'est pas bien, on viendra tous à bout, l'inflation c'est à bout. La lutte contre l'inflation. Alors justement, on va faire un petit peu d'histoire, les amis, pour vous remettre tout ça en perspective. Et je vous avais dit qu'on allait revenir sur plein de choses. Et ben voilà, c'est le moment, on y revient. La lutte contre l'inflation n'est qu'une convention collective qui date des années 80. Ah oui, avant les années 80, personne ne se préoccupait de lutter contre l'inflation. On n'en avait rien à cirer de l'inflation. L'inflation, c'était très très bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, les 30 Glorieuses, c'est une période de forte inflation. Et il me semble, de mémoire, que l'une des périodes les plus heureuses en termes économiques pour les dernières générations a évidemment été cette période des 30 Glorieuses. D'ailleurs, les 30 Glorieuses ont été suivies des 30 Piteuses, à partir des années 70 et jusqu'à 2000. Et depuis 2000, nous sommes rentrés dans les 30 Miséreuses. Hein, vous voyez, donc 30 glorieuses, 30 piteuses, 30 miséreuses, et donc évidemment, les piteuses, c'est quand on a voulu commencer à casser l'inflation, et puis les miséreuses, c'est quand on a voulu vraiment continuer en plus à maintenir une inflation très basse, avec des facteurs déflationnistes majeurs que sont la mondialisation, la robotisation, l'informatisation, on se passe de plus en plus de bras, de gens, etc. Donc tout ça, ça pèse énormément, évidemment, sur les salaires. Et donc, qui dit salaire qui ne bouge pas et qui ne monte pas, dit évidemment pas d'inflation, donc on appelle de second tour. Et donc, comme il n'y a pas d'inflation de second tour, eh bien, puisque les salaires augmentant, ça vient réalimenter la hausse des prix, etc., et bien, vous rentrez dans une économie qui est très déflationniste, et c'est évidemment ce que nous vivons depuis plus de 20 ans maintenant. C'est pas le seul problème. Vous avez des problèmes d'endettement, vous avez des problèmes de matières premières, de ressources, etc., d'énergie. Donc, il y a plein d'éléments qui rentrent en résonance les uns avec les autres pour expliquer cet état de fait de nos 30 miséreuses et nous sommes en plein dedans. Et donc, il va falloir en sortir. Mais alors, refaisons un petit peu d'histoire et revenons à ça. Le monsieur que vous voyez là, c'est Paul Volcker. Et Paul Volcker, c'est le gouverneur de la Fed aux États-Unis qui, à cette époque-là, va casser l'inflation, va faire la thérapie de choc. C'est la doctrine Volcker. Comment qu'on fait, comme on dit par chez moi,
pour lutter contre l'inflation? Eh bien, aux États-Unis, la hausse des prix franchit le cap des 10% au printemps 79, juste avant l'élection présidentielle de 1980, où Ronald Reagan, je vais dire Donald, c'est Donald Trump et Ronald Reagan, va devenir président des États-Unis. Les syndicats obtiennent des ajustements de salaire de 7,4%. Et oui, les salaires augmentent, l'inflation monte, on indexe relativement, les salaires sont relativement indexés et donc suivent l'inflation. Et donc c'est comme ça que dans les 30 Glorieuses, notamment, nos parents sont devenus massivement propriétaires en empruntant à taux fixe une somme qu'ils remboursaient en monnaie de singe, puisque tous les ans ils étaient augmentés de 10% parce que les salaires suivaient l'inflation. Or, depuis quelques décennies maintenant, les salaires ne sont plus indexés sur l'inflation. Les mécanismes de contrôle des prix et des salaires mis en œuvre fin 1978 par le président démocrate Jimmy Carter se révèlent impuissants pour lutter contre l'inflation. Le président américain décide alors de nommer Paul Volcker à la tête de la Réserve fédérale des États-Unis. Ancien président de la Réserve de New York et sous-secrétaire du Trésor de Richard Nixon, ce dernier bénéficie d'une solide réputation de rigueur. 2 mois après son entrée en fonction, il modifie l'approche monétaire de la Banque centrale américaine, la Fed, et débute les hostilités contre l'inflation. Ce qui fait grimper, tenez-vous bien, le taux d'intérêt au-delà de 15%. Vous imaginez des taux d'intérêt de 15% aujourd'hui, avec des dettes sur PIB de 120, 130, 150, plus de 150% pour l'Italie, à 15%, le pays est en faillite dans la semaine. La manœuvre demeure pourtant insuffisante. Les marchés financiers doutent autant de la méthode que de la détermination des autorités à conduire une politique de rigueur en pleine année électorale. La hausse des prix se poursuit, tandis que les États-Unis entrent dans leur plus grave récession depuis la Grande Dépression. Ronald Reagan choisit pourtant en 1983 de confier un second mandat à Paul Volcker, toujours à la tête de la Fed. Alors que le taux de chômage atteint presque 11% à la fin de l'année 82, il resserre son étreinte. En janvier 1981, les taux d'intérêt dépassent les 20%. 20% de taux d'intérêt. Cette détermination sans faille finit alors par payer. De près de 15%, l'inflation s'effondre à un niveau inférieur à 3%. Dès le milieu de l'année 83, l'inflation était bel et bien un phénomène monétaire et il est réglé. Le biographe de Ronald Reagan, l'historien américain Brandtz, résume la pensée à l'origine du choc Volcker ou de la stratégie Volcker. Et ça, c'est très important. Retenez bien ces propos. On va les détailler par la suite. La seule solution était la thérapie de choc. Une politique monétaire restrictive aussi longtemps que nécessaire pour changer les états d'esprit, les anticipations des marchés et celles des individus. Changer d'état d'esprit, les anticipations des marchés et celles des individus. Je vous disais que l'inflation, la lutte contre l'inflation, c'est une convention. C'est juste une histoire imaginaire que l'on se raconte, une fiction à laquelle nous adhérons tous au même moment pendant une certaine période. Et donc, les 30 dernières années, presque 40 dernières années que nous avons vécues, nous les avons vécues dans ce dogme, ce paradigme, ce monde, cette fiction dans laquelle l'inflation, c'est pas bien. Mais les 40 années précédentes, nous les avions vécues dans un dogme, un paradigme, dans lequel l'inflation ne posait aucun problème, ni aux agents économiques, ni aux banques centrales, ni aux citoyens. Et dans le paradigme, dans votre dogme, dans votre monde, avec une histoire, avec des règles de fonctionnement, eh bien, vous gérez, vous fonctionnez avec ces règles-là. Puis de temps en temps, vous avez des changements de paradigme, vous avez des changements de dogme, vous avez des changements d'idéologie. Et on en a vécu un au début des années 80. Et donc, il fallait, je reprends encore une fois, c'est très important, aussi longtemps que nécessaire pour changer les états d'esprit, les anticipations des marchés et celles des individus. Et oh les cocos, maintenant, l'histoire, c'est une nouvelle histoire. Maintenant, on dirait qu'on n'est plus dans un monde où il y a de l'inflation, parce que l'inflation, c'était pas bien. Maintenant, on vit dans un monde où il n'y a plus d'inflation.
Ah, le monde d'avant était pas bien, caca boudin, pas bien, il y avait de l'inflation, bouh, avec beaucoup de dévaluation, machin, tout ça, ah, pas bien. On vivait très bien, mais pas bien. Et puis finalement, on a fait un monde sans inflation, avec de nouvelles, dans lequel nous avons bien vécu, on va dire, aller à peu près jusqu'au tournant des années 2000, dont les 20 premières années ont été plutôt bonnes. Alors, sur les 20 premières années, les 10 premières ont été pas trop mal. Les 10 suivantes ont été extraordinaires pour ceux qui avaient des placements en taux, d'accord? C'est la fameuse époque des années 90, où les contrats d'assurance vie en fonds en euros vous rapportent plus de 10% sans rien faire. Vous mettez 100 000 euros à la banque, enfin 100 000 francs à l'époque à la banque, on vous rend 10 000 francs de plus à la fin de l'année, et en plus il y a une inflation à 2%, donc c'est avec des taux nets de 8%, c'est juste un enrichissement phénoménal. Et c'est de cette période-là, que vient la légende de l'assurance vie. C'est le meilleur placement et c'est le placement préféré des Français. Évidemment, ils avaient raison, les Français, des années 90 aux années 2000, à préférer aller massivement, évidemment, vers ce placement. Alors maintenant, parlons justement de ce changement des états d'esprit. Pourquoi il faut changer l'état d'esprit et préparer les gens en disant l'inflation c'est très très bien, puis on va aller vers une période, vers des décennies qui vont être très fortement inflationnistes. N'oubliez pas la question fondamentale qui est comment payer les dettes. Comment fait-on pour payer les dettes? Encore une fois, je vous le refais très rapidement, par l'austérité, plus d'impôts, moins de dépenses, c'est la politique à la grecque, on sait que ça ne marche pas, pour une raison simple, c'est que le PIB il va baisser, et donc même si vos dettes elles restent constantes, et ben, votre ratio dette sur PIB, et ben, il se dégrade, puisque le PIB diminue du fait de l'austérité, et les dettes, on ne peut pas les rembourser justement du fait de l'austérité. Donc le cas de la Grèce, très clairement, nous a appris que c'était absolument pas possible de régler le problème des dettes par de l'austérité. On fait diminuer le PIB, en faisant diminuer le PIB, on dégrade le ratio dette sur PIB, en fait on dégrade le problème d'endettement. Par la faillite partielle ou totale, hein, donc je dis bah, voilà, vous savez, les 100 économistes qui proposaient de faire faillite et de ne pas rembourser une partie de la dette, celle détenue par les banques centrales, et ben ça par exemple c'est une faillite partielle. On dit voilà, il y a 25% de la dette qu'on se doit à nous-mêmes via nos banques centrales qu'on décide de ne pas rembourser, ou totale, ben on rembourse plus personne du tout. Donc une faillite, ça peut être partielle ou totale. On en a parlé, c'est douloureux, c'est violent, c'est très inquiétant, c'est très déstabilisant pour un système de pensée, très déstabilisant dans un paradigme, dans une fiction imaginaire que l'on partage. Eh bien, ça vient déranger les habitudes, ça vient déranger les convictions, ça vient déranger le mode de fonctionnement de votre fiction imaginaire et l'histoire qu'on se raconte tous et que l'on partage. Et donc, on veut éviter, évidemment, les faillites partielles ou totales. Par la croissance économique, bon, c'est ce que dit Bruno Le Maire, nous on n'augmentera pas les impôts et on remboursera grâce à la croissance économique. Bon, personne n'y croit, c'est de la foutaise, c'est du bullshit, comme disent les Américains. Personne n'imagine qu'on va avoir une croissance économique de 10% par an qui permettrait de rembourser effectivement petit à petit la dette de manière indolore. Et enfin, par l'inflation qui est généralement le chemin qui a toujours été choisi par les pays, par les États et dans l'histoire du monde pour rembourser quoi? Pour rembourser les dettes. Et donc Biden, il a choisi l'inflation. Et ça change tout. Vous comprenez bien que s'il choisit l'inflation et que s'il nous le dit, ce qui semble être le cas, eh bien nous, on va pouvoir faire des super anticipations sur le nouveau cadre qui arrive et donc en déduire des stratégies. Alors, avant de vous parler de ces stratégies, vous avez promis que je reviendrai sur l'inflation des années 70 tout à l'heure, donc j'y reviens, et donc c'était comment dans les années 70 en France? Alors en fait, on va même aller plus loin que ça, regardez, j'ai trouvé sur un superbe site dont je fais la promo 2 secondes, si vous cherchez des infos, vous pouvez aller tout corréler là-dessus, c'est juste top, inflation.eu, Worldwide Inflation Data, c'est super, vous avez toutes les datas d'inflation depuis 1955-57, donc bon, c'est quand même chouette, ça nous fait 70 ans, plus de 70 ans de recul d'évolution de l'inflation, donc ça nous permet quand même de réfléchir un petit peu et de voir l'évolution voilà, dans d'optique beaucoup plus large, et donc c'est intellectuellement très intéressant. Alors regardez, à la toute fin des années 50, donc là on est en 57, là on est en 59, on a une inflation qui est presque à 20%.
Et donc, on va vivre avec une inflation très haute, puis après elle va baisser, elle va être comprise ici, là, sur cette période-là, on est en France, entre, on va dire, toutes les années 60, on est allé entre 3 et 7% d'inflation annuelle. Alors, entre 3 et 7% d'inflation annuelle, on n'a pas un taux d'inflation complètement ahurissant et ingérable. Je dirais même c'est plutôt pas mal en fait. Et ça va se dégrader au début, réellement ça va devenir problématique, et dans tous les pays, à partir du début des années 70, évidemment là vous avez les deux chocs pétroliers. Et donc les deux chocs pétroliers vont amener à deux chocs d'inflation. Deux chocs d'inflation en même temps que on a, avec le renchérissement de l'énergie, eh bien on a évidemment quoi? Eh bien on a une baisse importante de la croissance économique, parce que ça pèse sur la croissance économique, et donc on a la première augmentation du chômage. On passe du plein emploi aux chômeurs qui arrivent. On parle à l'époque, au début des années 80, on a passé la barre du million de chômeurs, ce qui traumatise préventivement la France. Et donc il va être un grand sujet de la campagne électorale entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand en 1981. Et puis on voit que cette inflation, elle baisse au même moment. Alors, au même moment qu'il y a Paul Volcker aux États-Unis, on vous parlera du tournant de la rigueur en France. Mais en fait, le tournant de la rigueur en France, c'est ni plus ni moins que la déclinaison en France de cette nouvelle politique monétaire, de ce nouveau cadre imposé, entre guillemets, par les États-Unis, qui sont la première économie mondiale. Et donc, on ne peut pas faire fi de ce que font, évidemment, les États-Unis. Et donc, vous voyez bien que depuis le tournant de la rigueur en France, 82, 83, 84, 85, eh bien, l'inflation est extrêmement basse, extrêmement maîtrisée. À tel point que on a même maintenant, là c'est zéro, vous voyez on a des incursions régulières en dessous de zéro, et donc on est vraiment dans de l'inflation très très basse. L'inflation a été vaincue, l'inflation n'est plus un problème, l'inflation est systématiquement, ici c'est la barre des 2%, maintenue globalement sous les 2%, qui est l'objectif de la Banque Centrale Européenne, des fameux critères de Maastricht, de convergence d'abord pour aller vers la création de l'euro, la monnaie commune, et puis après, dirigée et politique monétaire dirigée, donc avant par la Banque de France dans la période de convergence, puis après par la BCE, vous voyez que depuis 1985, nous sommes dans une inflation qui est extrêmement basse. Je voulais vous parler d'un autre pays. Je vous ai dit, il y en avait qui avaient couiné en Europe, c'était les Allemands. Alors, je voulais vous parler évidemment des années 70, et donc avec le même graphique de l'Allemagne. Et regardez l'inflation allemande, dans les années 50, là où nous on a connu notre gros pic à 20%, eux ils n'ont pas connu ce pic là, mais enfin bon, ils sont très régulièrement aux alentours de 4%, là ici on est sur 4%, et puis dans les années 70, 8% ici, et puis tournant de la rigueur, pareil, regardez, 83, la même chose, 83, 85, et bien l'inflation allemande va passer de 7% à moins 0,2, moins 0,3%. Elle va devenir négative ici, puis après elle va repartir à la hausse, et ce que vous allez avoir ici, c'est une inflation qui est également due, ce pic d'inflation des années 90 en Allemagne, il est dû à la réunification allemande. D'accord? Donc c'est la chute du mur de Berlin, l'Est et l'Ouest, et donc vous avez un pic d'inflation ici avec la réunification allemande, et la décision d'Helmut Kohl à l'époque de convertir un mark de l'Est contre un mark de l'Ouest. C'était une décision politique, pas économique. Les économistes disaient « Oh là 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 là, un mark de l'Est, ça vaut 4 fois moins, donc il faut 3 ou 4 marks de l'Est, Ostmark, pour faire un Deutschmark de l'Ouest. » Mais Kohl, il a dit non, politiquement, un Allemand de l'Est, ça vaut autant qu'un Allemand de l'Ouest. Et donc on a eu cette grosse poussée inflationniste, évidemment, en Allemagne, mais qui a été de courte durée. Et puis vous voyez finalement que, regardez, par exemple ici on est en 2007, et en 2007 l'inflation allemande elle est plutôt proche des 3%, et donc finalement l'inflation en Allemagne est presque un petit peu plus importante qu'en France. Ce que je veux vous montrer, c'est que l'Allemagne a toujours vécu avec de l'inflation aussi. Alors pas de l'hyperinflation, mais quand on a une inflation à 8%, quand on a régulièrement une inflation supérieure à 6%, et quand on a très régulièrement de l'inflation à 4%, on ne peut pas dire qu'on ne vive pas avec de l'inflation. Donc évidemment, les Allemands vont couiner, mais
À mon avis, pas très longtemps, et on va leur rappeler que eux aussi ont vécu avec des taux d'inflation qui, à défaut d'être de 2%, peuvent être de 4%, de 5%, voire même de 8% pendant une année ou deux. Le problème n'est pas 5 ans de taux d'inflation à 8%, le problème serait 20 ans d'inflation à 50%, et donc là effectivement on partira en hyperinflation, mais on va choisir de l'inflation. Alors, l'inflation, pour payer les dettes, c'est super, puisqu'évidemment, vous avez 100 milliards d'euros, on va dire oui, 100 milliards d'euros que vous empruntez aujourd'hui sur 30 ans, et donc dans 30 ans, ces 100 milliards d'euros, en fait, ils représenteront 10 milliards d'euros, des milliards dans 30 ans. Donc en réalité, l'inflation sera venue éroder votre principal, ce que vous rembourserez en fait sera vraiment sera proportionnellement beaucoup plus faible que ce que vous aviez emprunté 20 ans, 30 ans avant. Alors, dans une première phase, j'ai essayé de vous expliquer, en gros, ça va être, je schématise là, hein, ça va être beaucoup plus complexe, beaucoup plus fin et beaucoup plus difficile de mettre en place le timing. Mais une première phase, c'est celle dans laquelle nous sommes actuellement. On est en train de voir les taux d'intérêt remonter et c'est une phase d'inquiétude avec une hausse des taux et une baisse des marchés. C'est-à-dire dans un premier temps, les marchés ne sont pas sûrs et certains qu'on a bien choisi le chemin de l'inflation et le chemin de l'inflation avec des taux qui remontent, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc ça, c'est pour ça que les marchés baissent, les taux remontent, les marchés se mettent à hésiter, ça peut même provoquer un petit crack, voire même de forts craquements ou une forte correction, et c'est à l'issue de cette correction que très probablement les marchés vont comprendre que malgré l'inflation naissante, les banques centrales ne monteront pas les taux. Elles ne monteront pas les taux, elles le diront, mais certainement pas avant qu'il y ait un mouvement de correction. Et donc, elles diront, non mais on ne montera pas les taux, c'est pas à l'ordre du jour, on peut supporter 1, 2, 3 années avec un peu d'inflation, ce n'est pas grave, nous ne monterons pas les taux tout de suite. Donc à ce moment-là, les marchés vont se mettre à repartir à la hausse quand ils auront compris que les taux ne monteront pas à court terme. Et puis la troisième phase, quand ils comprendront que les taux ne monteront pas du tout, hein, puisque l'objectif va être d'éroder la dette et donc pas d'augmenter les taux en même temps pour payer notre dette plus chère. Donc la troisième phase, ça sera probablement l'envolée des actifs qu'on peut appeler les actifs anti-inflation, et vous en avez évidemment 3 principaux, les métaux précieux, l'immobilier et les matières premières. Souvenez-vous des 2 chocs pétroliers dont je vous parlais ici, 70-75, les chocs pétroliers. Et donc là, vous avez dans ces chocs pétroliers, évidemment, le renchérissement des matières premières. D'accord ? Donc, évidemment, métaux précieux, on voit bien, on pense à l'or, évidemment, à l'argent en second lieu. L'immobilier, on voit bien également pourquoi, et je vais y revenir. Et puis évidemment, les matières premières, et c'est notamment le cas du pétrole. Et donc, quand je vous dis que les marchés vont monter, par exemple, vous avez beaucoup plus de chances dans un marché inflationniste de voir les pétrolières, par exemple, augmenter. Donc Total, par exemple, pourrait évidemment voir son cours en bourse s'envoler. Par contre, des sociétés qui sont sensibles à l'inflation, parce qu'elles font appel à beaucoup de matières premières, pourraient voir leur cours baisser, d'accord ? Donc les sociétés ou les entreprises qui consomment de la matière première pourraient voir leur cours baisser, tandis que des sociétés qui produisent ou exploitent la matière première pourraient voir leur cours augmenter. Donc attention, quand je dis hausse des marchés, ça sera une hausse extrêmement sectorielle et extrêmement ciblée, donc vous pouvez avoir des indices qui montent, mais même si les indices montent avec ce qu'on appelle le pricing power, la capacité à faire les prix de certaines entreprises qui peuvent tirer les indices, il n'en demeure pas moins que au sein même de toutes les entreprises cotées, vous pouvez avoir de sacrées baisses. Donc il ne faudra pas se tromper. En conclusion, c'est le retour de l'inflation. Et pour lutter contre les dettes et éviter la faillite. Le recours à la dette en taux fixe et très bas, ça va être évidemment super pertinent si on a un retour de l'inflation. Et donc,
il va falloir faire de l'achat d'actifs à crédit. J'achète, puis c'est le retour de l'inflation des années 70, enfin post-années 70, donc tout ce qui était pré-années 70, donc tout ce qui était inflation pré-années 70, et bien évidemment c'était un moment absolument extraordinaire pour acheter par exemple de l'immobilier à taux fixe, et puis on se faisait éroder sa dette avec l'inflation. Obsolescence de l'immobilier ancien, je vous rappelle la loi climat et résilience de 2021 qui est toujours plus ou moins entre adoption, discussion, décret d'application, etc. Et ça, elle change tout cette loi parce que évidemment ça crée de l'obsolescence sur un certain type d'immobilier, et donc miser sur les actifs anti-inflation, métaux précieux, immobilier, matières premières, et donc notamment dans l'immobilier, les amis, vous avez l'immobilier neuf, puisque vous avez une forte obsolescence normative de confort énergétique, etc., qui est créée par la loi et par ces nouvelles lois sur l'immobilier ancien, avec des contraintes extrêmement fortes, notamment pour la location, les locataires, etc. Et donc j'en parle justement dans ce dossier stratégie immobilier neuf, la stratégie de la décennie, qui est la lettre stratégie, le dossier stratégie du mois de février dans vos espaces lecteurs, apparaître, à venir là dans les heures et jours qui viennent. Ce dossier, je vous explique pourquoi l'immobilier neuf, c'est une excellente stratégie pour la décennie qui vient, pour être un actif anti-inflation, pour son recours, évidemment, vous l'avez compris, à un endettement à un moment donné où les taux sont au plus bas. Donc il y a une fenêtre d'opportunité très certainement sur les 12 à 18 prochains mois pour se positionner sur de l'immobilier neuf, en ayant des carottes fiscales et en faisant des choix évidemment qui sont très très mûris. Donc il y a le principe de base que je vous explique là, puis après il y a toute la déclinaison concrète, et notamment qu'est-ce que j'achète, où est-ce que je l'achète, à quel prix je l'achète, comment je le finance, à quel taux je le paye, etc., etc. Et donc tout ça, je vous le raconte évidemment, mes chers abonnés et mes chers stratégistes, dans le dossier du mois de février. Donc évidemment, restez à l'écoute et abonnez-vous pour ceux qui veulent aller plus loin et que ça intéresse. Écoutez, voilà, je vous ai presque tout dit. Alors, je vous ai pas tout dit parce que forcément, même comme ça, le temps déjà passe vite. Et les vidéos sont, il faut essayer de faire des vidéos pas trop longues, mais je pourrais évidemment vous en parler pendant des heures, vous l'avez bien compris. Retenez bien que, a priori, on s'achemine très clairement vers une politique inflationniste pour payer les dettes. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, et ça c'est ma vraie conclusion, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est le chemin qui sera, à mon sens, non pas pas difficile, mais le moins douloureux et le moins supportable. Donc c'est plutôt un choix assez rationnel. Et puis c'est un choix qu'on va surveiller, on va bien surveiller qu'il se confirme, et puis on va bien surveiller ses effets, ses conséquences. Et puis, on va aussi bien surveiller ses effets, par exemple, sur le grand reset, qui est un autre sujet très important, qui est dans l'air du temps. Et ça, on en parlera ces prochaines semaines. Donc en attendant, vous me mettez un gros doigt de schtroumpf si cette vidéo vous a plu, vous la partagez sans modération, vous vous abonnez également à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Abonnez-vous sur mon site Insolentiae à la lettre d'information quotidienne, elle est gratuite aussi. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, /boutique, lettre stratégie, où il y a un petit i en haut qui s'affiche et qui vous permet de vous abonner à la lettre stratégie. Sinon dans les commentaires, vous avez le lien pour aller vous abonner également à la lettre stratégie pour ceux qui veulent aller plus loin et qui ont des petites problématiques patrimoniales d'épargne et qui se posent des questions sur l'avenir et sur comment je gère mon PEL, patrimoine, emploi, localisation. Je parle aussi d'emploi, de localisation, de profession, de formation, etc. Donc c'est vraiment l'ensemble de la vision patrimoniale, à mon sens, qu'on doit avoir. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine, très belle fin de week-end, très belle fin de dimanche parce que la vidéo va apparaître tout à l'heure. Et puis pour la semaine prochaine, je ne serai peut-être pas là, enfin non en fait je ne serai pas là. Je vais partir quelques jours en vacances, nous allons aller voir la mer et emmener les enfants voir la mer. Alors peut-être que exceptionnellement je vous ferai une vidéo, mais en direct de la plage, voilà. Si le temps s'y prête, si ma technique s'y prête, et là il y aura
pas de problème d'autofocus. Je ne sais pas trop comment je vais faire, mais peut-être que je vous ferai un petit coucou et un petit clin d'œil de la plage. J'aurai pas les pieds dans l'eau parce qu'évidemment on part en France, hein, donc on ne prend pas l'avion pour partir aux Seychelles, donc je ne suis pas sûr qu'on se baigne, donc ça sera pas tout à fait les pieds dans l'eau, mais en tout cas les pieds dans le sable. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être même en dehors du grenier exceptionnellement pour une édition spéciale. Salut les amis, à très bientôt.